salut Sacha, merci d'être là. Salut. Donc toi aujourd'hui tu avais envie de nous parler d'Apocalypse, tu as choisi cette thématique-là. Et donc on va aussi parler des différents points de jonction qu'on peut retrouver entre la notion d'Apocalypse que tu as choisie et puis celle de transidentité. Peut-être pour commencer, je me disais que tu pourrais tout simplement nous expliquer ce que toi tu entends de ton point de vue avec la notion d'Apocalypse. Ce que j'entends par la notion d'apocalypse, c'est la fin de la civilisation humaine et les derniers temps, je suis de plus en plus convaincu que ma génération et les gens de mon âge pourront la voir, pourront vivre jusqu'à ce moment-là. Je suis venu à cette conclusion en suivant de plus en plus la politique et suivant de plus en plus les études sur le changement climatique, sur le réchauffement climatique. Et j'ai compris que les personnes au pouvoir ne sont pas du tout adaptées aux enjeux auxquels on fait face. Et les mouvements populaires qui peuvent venir au pouvoir et qui peuvent changer la donne, ils ne sont pas assez forts ils sont violemment réprimés. Et les conditions matérielles de la lutte de classe aujourd'hui sont telles que le capital et les États, ils sont plus forts que jamais. L'État policier partout, il est plus fort que jamais, alors que les mouvements sont plus affaiblis que jamais. En tout cas, c'est mon impression. Et donc, ça me donne une conviction. Je tire de ça une conclusion que rien ne va changer, rien ne va aller mieux, tout va s'empirer, on va être sur la même trajectoire. Et si on regarde les 4 dernières décennies depuis les années 80, tout semble confirmer mes soupçons et mes hypothèses, parce que rien n'a changé, rien ne s'est amélioré. Les changements qui sont effectués depuis les années 80 sont purement cosmétiques et ne sont pas du tout suffisants. Donc, je me dis, si on est sur la même trajectoire, ça va déclencher une chaîne de réactions. Et on voit déjà se passer cette chaîne de réaction, par exemple, dans des endroits comme Sibérie, en Russie, là d'où je suis. Par exemple, ça se passe ainsi, il y a des territoires qui sont gelés, parce qu'il y a des territoires qui sont invivables en Russie, qui sont complètement dans une situation de froid permanent toute l'année. Et avec le réchauffement climatique, les températures montent. Toute cette glace, elle dégèle, elle disparaît peu à peu, et du coup ça déclenche les émissions de méthane, c'est que ensuite augmente encore plus les effets du réchauffement climatique, et c'est un procès c'est un cycle vicieux en quelque sorte, et ça provoque des catastrophes écologiques d'une grande échelle, parce que dans ces territoires qui sont gelés et qui sont en froid permanent, il y a une infrastructure pour miner des ressources naturelles, le gaz, l'énergie fossile, etc. Ces infrastructures-là, elles ne sont pas du tout adaptées à ces changements non plus. Et donc, à chaque fois que ça arrive, il y a des mécanismes, des appareils qui explosent ou qui font des fuites, etc. Et ça détruit encore plus l'écosystème qui existe dans ce territoire. Et du coup, en voyant ça, en voyant ce qui se passe et en voyant l'absence complète de réponse de la part du gouvernement, de la part des multinationales, qui ne sont pas du tout préoccupés par le long terme, le plus important pour eux, c'est tirer autant de profit que possible sur le court terme, je viens à la conclusion qu'on ne serait pas sauvé, il n'y aura pas de sauvetage magique. Et si tout continue comme aujourd'hui, on va voir cette chaîne de réaction devenir de plus en plus importante. Et au bout d'un moment, ça sera vraiment un vrai chaos, parce qu'on ne pourra même plus... on sera tout le temps en régime réactif, on sera tout le temps en train de réagir à ces catastrophes, à ces calamités, et on n'aura plus ni ressources, ni capacité pour répondre au changement climatique en global. On devra à chaque fois réagir aux crises concrètes.
Et ce qui veut dire que les États seront de plus en plus démunis de ressources, de moyens, etc. etc. Donc, ça mènera à une austérité sans précédent, à une précarité sans précédent et à une exploitation aussi sans précédent. Et ça déclenchera des changements politiques qu'on ne peut pas prévoir aujourd'hui aussi. Et donc, c'est ça qui me fait penser tout le temps à la nation de l'apocalypse et à la nation de mortalité, mais pas la mortalité des individus, mais la mortalité de la race humaine en général. De plus en plus, je viens à la conclusion que on est vraiment en voie d'extinction, on est vraiment sur le chemin d'autodestruction. Et les personnes qui nous dirigent, c'est même pas une cause politique. Ce n'est plus une cause politique, c'est un culte suicidaire. Du coup, voilà, c'est pour ça que je voulais parler de ça et j'y pense tout le temps. Alors, pourquoi pas le partager avec les autres. Ok, super. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer pourquoi cette prise de conscience du coup de cette notion d'apocalypse, aussi de chaos dont tu parles, de la fin qui est plus ou moins proche, selon toi, qu'est-ce que ça a pu changer dans ton rapport à ta transidentité? Parce qu'on en a parlé un petit peu tous les deux et tu me disais du coup que toute cette prise de conscience-là avait notamment eu des influences sur toi, ta façon de penser les choses et tout ça. Est-ce que tu pourrais du coup nous expliquer voilà, comment ton rapport à ta transidentité a pu être impacté par tout ce que tu nous as raconté jusque-là? Donc là d'où je suis, je viens de Russie, je viens du Caucase du Nord qui est un territoire particulier de la Russie. C'est un État dans un État, en quelque sorte, parce que c'est très différent de la Russie, on dirait métropole. Ce sont des territoires qui ont été conquis par l'Empire russe au XIXe siècle. Et donc, il y a des minorités ethniques qui habitent là-bas et dont le mode de vie est quand même différent du mode de vie russe. Et donc, dans ma région, d'où je viens, il existe une pression sociale assez importante et assez suffocante où un individu qui ne conforme pas aux attentes sociales, il est marginalisé, il est en danger, il est mis en danger. Encore davantage qu'en Russie principale que dans les territoires qui n'ont pas été colonisés, qui n'ont pas été annexés par l'Empire russe, c'est-à-dire à Moscou, dans les villes, dans les grandes villes, etc. Et donc, la transition, c'était extrêmement compliqué pour moi parce que bien que j'étais consciente que je veux transitionner et j'étais consciente de mon identité assez tôt et j'ai gagné une autonomie à un âge assez jeune. Je suis devenue autonome plus ou moins à l'âge de 16 ans. J'ai déménagé à Moscou, donc j'étais super éloignée de mon environnement. Et donc, je pouvais me permettre de transitionner parce que je commençais à gagner ma vie par moi-même. J'étais indépendante de mes parents, etc. Mais en tout cas, il y avait toujours cette pression, cette honte sociale qui m'a été vraiment imposée par la société qui m'entourait, d'être marginal, d'être minoritaire, d'incarner une féminité quand la société attend de moi une virilité, une masculinité, etc. Et donc, bien que j'ai gagné mon autonomie à 16 ans, ça m'a pris 4 années pour enfin décider que oui, je dois transitionner. Et même quand j'ai commencé mon parcours de transition, j'avais toujours ce sentiment de culpabilité, de honte, de la peur pour ma mère, par exemple, qui habite toujours dans ma région natale. C'était extrêmement compliqué pour moi et toute ma compréhension de ma transition et de ce choix de transitionner, elle était toujours extrêmement liée aux attentes sociales et au regard cis, je sais pas, patriarcal qui a été posé sur moi. Littéralement, j'avais, je sais pas, même des cauchemars, je pouvais avoir des cauchemars où le cauchemar, il consistait dans une simple situation où les gens avec qui j'ai grandi, avec qui je suis allé à l'école ou avec qui je jouais dans la cour, etc., ils me voyaient après la transition.
Et juste le fait qu'il posait un regard sur moi, ça me faisait sentir une honte inexprimable et un sentiment d'horreur. Et donc, même après avoir transitionné, après avoir passé quelques années dans le rôle social de femme, j'avais toujours ce sentiment que je dois beaucoup à la société, que je dépends beaucoup de la société et que je n'ai pas eu le droit de transitionner. C'était une faute personnelle de ma part. Tu te sentais pas légitime? Je me sentais coupable, je me sentais honteuse. Et il y a quelques années, quand je me suis investi beaucoup dans la politique de la rue, dans les manifestations, dans les mouvements populaires, etc., ça a vraiment changé ce rapport parce que je me suis dit, si tout, au bout d'un moment, viendra à la fin, et pas seulement ma vie, mais la vie de tous les autres, ça veut dire tout simplement que je n'ai pas à m'inquiéter autant de l'opinion des autres et je n'ai pas à m'inquiéter autant de la vision sociétale de ma personne. Donc, quand je me suis rendu compte que, en quelque sorte, tout est final, après avoir étudié le sujet sur le changement climatique, je me suis dit, le fait que tout est très éphémère, notre vie en tant qu'humanité, elle est très éphémère et ça risque de disparaître. Ça veut dire que cette honte que j'ai, je ne vais pas la porter toute la vie et même les personnes devant lesquelles j'ai honte, elles sont très éphémères aussi. Leurs corps sont aussi fragiles que le mien. Et donc, si vraiment on vit les dernières décennies de la vie sur Terre, si vraiment on est en train de vivre ça veut dire que j'ai une extrême liberté en tant qu'individu parce que mes actions ne seront probablement même pas... personne ne se souviendra de ces actions parce qu'il n'y aura personne pour tenir la mémoire. Donc c'est une vision extrêmement pessimiste du monde, extrêmement un peu déterministe, je dirais. Mais en même temps, ça me donne une nouvelle compréhension de ma propre liberté. C'est un peu, je sais pas, une approche existentialiste où je me sens libre à n'importe quel moment de faire un choix qui n'est peut-être pas attendu de moi, tu vois, mais ça veut pas non plus dire que je suis devenu nihiliste et complètement individualiste et que je nuis aux personnes en me disant on s'en fout, on va tous périr au bout d'un moment. C'est juste, ça veut dire que j'ai acquis une autonomie supérieure et une liberté personnelle supérieure par rapport à avant. Et du coup, ça m'a fait oser les choses que j'aurais jamais osé en temps normal. Si je vivais dans les années 80 ou 70, quand on ignorait encore cette fatalité climatique, j'aurais pas osé de quitter mon pays, de venir dans un pays étranger en n'ayant presque pas de sous, en ne parlant pas la langue de ce pays. Je n'aurais pas osé de faire ce déclassement social, je n'aurais pas osé de faire ce parcours de combattant qui est la demande d'asile, etc., etc. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que ça m'a changé et ça a changé mon approche aux choses et j'ose beaucoup des actes qu'en temps normal j'aurais pas eu le courage j'aurais pas eu l'audace d'accomplir. Et en quelque sorte, c'est libérateur. Voilà. Est-ce que du coup pour toi c'est possible? Et si oui, est-ce qu'il faudrait du coup essayer de lutter à tout prix contre la faim, tu vois, justement contre le chaos, contre ça? Je pense que la lutte, si on a conscience de la direction dans laquelle on bouge collectivement, si on a conscience qu'on est dans une voiture qui va dans la direction d'un fossé, d'un trou noir et on va tous disparaître, bien sûr que c'est notre responsabilité d'essayer de prendre le volant, de changer la direction et de lutter et d'essayer autant que possible de résister. Et sinon, moi, si je n'agis pas, si je suis passif politiquement, j'ai toujours un sentiment aussi de culpabilité parce que je me dis, je vais pas être la personne qui a fait rien, qui a dit rien
tandis que le monde entier était mis en danger. Et surtout quand on parle du caractère de ces calamités qui arrivent, qui vont surtout et en premier impacter les pays du sud mondial, les pays qui sont beaucoup plus pauvres, qui ont subi la colonisation, qui ont subi l'impérialisme occidental. Ce seront les pays qui seront les plus touchés en premier temps par ces catastrophes et par ces chaînes de réaction et par ces récoltes qui sont de moins en moins importantes et par ces systèmes de vie et de services publics qui s'effondrent et qui ne peuvent plus protéger les citoyens, etc. Donc, en tout cas, je le vois comme ma responsabilité en quelque sorte si j'habite en Europe, qui sera un des endroits touchés le plus tard possible, parce que les pays d'Europe sont extrêmement riches, ils tirent toujours des profits du colonialisme et du capitalisme mondial. Ça veut dire que c'est ma responsabilité en quelque sorte d'essayer de changer les choses là ici, sur ce terrain, pour changer les politiques européennes et ses conséquences néfastes sur la population mondiale, sur les personnes défavorisées et précaires au sud. Et en Russie, par exemple, genre, dans tous les pays qui ne rentrent pas dans le panthéon des pays développés avec les démocraties libérales occidentales, ouais. Puisque je suis ici, c'est ma responsabilité. Ça ne me déresponsabilise pas le fait que tout est futile, tout est éphémère. Cette conscience-là, elle me pousse à être plus radicale, plus audacieuse que je serais en temps normal. Ça ne me pousse pas à être passif. Ça ne me pousse pas à juste être hédoniste et juste profiter de ma vie et faire la fête, puisque de toute façon, on va tous mourir. Ok. Et du coup, moi, j'ai une question à te poser, c'est qu'est-ce que tu aurais envie de dire, du coup, aux jeunes personnes trans, les jeunes adolescents, les jeunes adolescentes, pour qu'ils puissent justement trouver leur place dans la société, dans le futur dont tu parles, toutes ces années à venir qui s'annoncent pas forcément tout à fait positives, tu vois. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire, justement, avec toutes les prises de conscience que toi, tu as eues jusque-là? Je voudrais dire que, en quelque sorte, c'est leur intérêt, comme c'est le mien, de s'engager et de rejoindre les collectifs militants et d'être très actif politiquement et non seulement sur le niveau de la lutte pour les droits LGBT, mais aussi sur le plan de la lutte antiraciste, sur le plan de la lutte anticapitaliste, de la lutte écologique aussi, parce que tout est entrelié et en fait, ces personnes-là, comme moi aussi, nous sommes vraiment en danger potentiellement parce que quel type de changement on voit actuellement, quel type de changement politique est-ce qu'on voit actuellement dans le monde? On voit qu'il y a deux ordres politiques qui ont pu se développer. C'est le néolibéralisme qui se donne une image progressiste. Et il y a une réaction allergique à ça, une contre-réaction, c'est l'autoritarisme de droite populiste, faux populiste, parce qu'en réalité, ça fait rien pour le peuple, donc c'est faux populiste. Mais donc on a le choix entre l'extrême droite et la droite libérale. Et donc, si, comme ça s'est déjà fait en Italie, en Hongrie, en Pologne, au Brésil, aux États-Unis, en Autriche aussi, si on voit dans le monde occidental que ce sont les fascistes qui vont l'emporter et qui vont pouvoir convaincre les gens qu'ils sont les meilleurs équipés pour gérer la crise climatique, pour gérer la crise migratoire, etc. Ce ne sera pas forcément une situation merveilleuse pour les personnes trans parce qu'on sait que les régimes fascistes, on sait que les personnes trans, on sait que les personnes homosexuelles, juste il y a 70 ans,
on était internés dans les camps de concentration par les nazis. Et c'est tout à fait possible que ça se reproduise en quelque manière. On voit que, vu que les populistes de droite, les faux populistes de droite, ils n'ont pas vraiment une vision politique, ils ne peuvent pas vraiment offrir des vrais changements et une vraie redistribution de richesses, leur projet politique qu'ils offrent, c'est les attaques sur les minorités ethniques et les minorités sexuelles. Et donc, on voit déjà en Russie les attaques sur les personnes trans, en Hongrie la révocation du droit de transition, pareil aux États-Unis, tout le temps les attaques sur les personnes trans, parce qu'ils n'ont rien d'autre à offrir, ils ont juste un groupe de coupables à désigner et à attaquer incessamment. Donc, en tant que personne trans, en tant que jeune personne trans, il faut vraiment, même si vous êtes très jeune, il faut regarder la situation en face et il faut voir dans quelle direction est-ce qu'on va tous ensemble. Et surtout, pour les personnes jeunes qui sont très influencées par la culture hégémonique qui les entoure, il faut surtout, ça c'est une des choses les plus importantes, il faut surtout comprendre à quel point c'est cynique, à quel point c'est faux, à quel point c'est vide de sens. Les corporations qui font l'image LGBT-friendly et qui font l'image des alliés, parce que en fait, ces gens-là ne sont pas vos amis, ces gens-là sont vos ennemis de classe. Et s'ils utilisent les droits LGBT et les droits humains en général, c'est juste pour se faire une bonne image, tandis que les mêmes compagnies, les mêmes multinationales détruisent l'avenir de cette planète, détruisent votre avenir, le mien aussi. Et ces gens-là, ce ne sont pas des militantes, c'est la bourgeoisie qui essaie de mettre un masque sympa, un masque amical, agréable, pour que surtout pas vous ne faites pas une révolte contre eux et contre la situation, l'hierarchie actuelle de notre société. Donc c'est ça mon conseil, essayer d'intégrer le milieu militant, ne pas s'épuiser non plus parce que c'est un des grands problèmes, les personnes qui s'investissent trop dans le milieu militant, ils ont toujours l'impression qu'ils vont voir un changement là tout de suite. Ça n'arrive presque jamais. Et du coup, ils investissent toute l'énergie dedans. Après, il n'y a pas de changement qui arrive. Du coup, ça les dépite et ils deviennent extrêmement dépressifs et la déception est très forte. Donc, faut y aller doucement. Faut intégrer le milieu militant, mais quand même pas mettre tous vos espoirs, toute votre énergie dedans parce que juste historiquement, l'histoire est très lente et les changements sont très rares. Donc, n'espérez pas non plus, n'espérez pas non plus que ça va être Jojo, ça va être l'utopie du jour au lendemain. Je ne parle pas de l'apocalypse de cet épisode pour rien, de cet entretien pour rien. Voilà. Ok, super. Bah, c'est un beau mot de la fin, ça. Enfin, c'est une belle perspective, je trouve. Et du coup, est-ce que pour terminer, est-ce que tu aurais quelque chose à nous conseiller, du coup, qui pourrait nous permettre un peu d'élargir notre réflexion? Du coup, je t'avais demandé si tu avais envie de nous parler d'un film, d'un article, d'un livre, toi qui avais pu te permettre un peu de continuer ta réflexion. Est-ce que tu as envie de nous conseiller quelque chose pour finir? Je vais vous recommander un film qui s'appelle First Reformed. Je ne connais pas son nom, mais vous pouvez le trouver sans doute et tu peux mettre peut-être les sous-titres. C'est un film de réalisateur américain qui s'appelle Paul Schrader, qui est assez connu en tant que scénariste parce qu'il a écrit le scénario du film Taxi Driver de Martin Scorsese. Et c'est un film qui justement parle du changement climatique, du réchauffement climatique et de notre rapport en tant qu'individu à cette question-là. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça retrace un peu les mêmes traits psychologiques et le même rapport de l'individu à la politique que le film Taxi Driver qui a été fait il y a 50 ans. Mais on voit un changement philosophique qui s'est effectué dans l'esprit, dans la psychologie de Paul Schrader,
parce que dans Taxi Driver, on a un personnage qui s'appelle Travis Bickle et qui est extrêmement frustré par sa vie d'un vétéran, d'un militaire qui est revenu il n'y a pas longtemps de Vietnam, qui est extrêmement traumatisé et qui conduit un taxi pour les horaires pas possibles dans une ville qui est densément infestée par le crime, par la perversion, etc. Il y a une vision du monde très négative, très pessimiste, très nihiliste. Et dans ce film, il commence à résister à ce monde et essayer de le changer avec la violence. Et ce personnage, il est présenté comme quelqu'un d'instable, d'irrationnel, quelqu'un qui est perturbé, quelqu'un qui n'est pas forcément le meilleur jugement. Et sa réponse violente, on peut juger un tout petit peu par le scénariste et par le réalisateur du film. C'est pas un personnage avec qui vous êtes censé de sympathiser. Par contre, 50 ans plus tard, Paul Schrader il fait un film sur un prêtre qui se rend compte de ce que je parlais, du trajectoire, de la direction dans laquelle on va collectivement. Et ce prêtre, pour essayer de répondre à ça en tant qu'individu, il fait aussi un recours à la violence. À la violence qui est assez brutale et assez importante. Mais ce qui est intéressant, aux yeux de Paul Schrader, ce n'est plus une réponse irrationnelle. Au contraire, c'est la seule réponse rationnelle possible. La violence à laquelle veut recourir ce personnage, elle n'est pas jugée parce que pour Schrader, c'est une réponse naturelle face aux enjeux qui sont extrêmement élevés là en ce moment. C'est comme un essai philosophique sur la mort, sur Dieu, sur notre monde et comment notre monde il peut être ainsi, comment il peut exister autant de douleur et autant de souffrance dans un monde qui est supposé d'être surveillé par Dieu. C'est vraiment comme une conte philosophique et extrêmement personnel. Et c'est le seul film, à mon goût, du XXIe siècle qui parle vraiment des enjeux du XXIe siècle. Parce que souvent, on a l'impression, quand on regarde le cinéma, on a l'impression que ce sujet il est invisible dans le cinéma et que le cinéma, les réalisateurs, les cinéastes, ils pratiquent une sorte d'échapisme et ils font juste les fantasmes, les fantaisies, mais ils ne parlent pas du réel, ils ne parlent pas de cette angoisse climatique qui est vraiment omniprésente chez les gens de ma génération et chez les gens de générations précédentes qui sont conscients de la gravité du problème. Et donc vraiment pour moi, je regarde beaucoup du cinéma, je regarde beaucoup de films annuellement. Et c'est vraiment un des seuls films qui traite vraiment ce sujet avec l'attention et l'attention qu'il mérite. Voilà. Et donc je pense que pour n'importe quelle personne, ça peut être vraiment une grille de lecture extrêmement importante, ce film-là, First Reformed. Merci Sacha, merci beaucoup pour tes mots. De rien. Thank you.